Bonjour les gars et bienvenue une fois de plus et surtout je vous souhaite les meilleurs vœux 2022. Aujourd'hui j'ai choisi un terme intéressant à vous proposer. Il s'agit de la prise en charge de la fin de vie, qui est un thème qui est un peu particulier parce que nombre d'entre nous viennent ici et préparer ce concours, mais ne sont pas confrontés à cette thématique dès le début. Voilà, et ça fait une particularité de la prise en charge dans les pays occidentaux. Et donc, il faut le connaître, il est très important. Donc, nous allons commencer ce thème. Déjà, comme je vous l'avais dit, les sources d'information, c'est la haute autorité de la santé et en particulier pour ce thème, il y a aussi des références de la Société française d'accompagnement et des soins palliatifs. Ok, donc pour débuter, j'aimerais déjà vous proposer ce cas clinique. C'est un extrait du cas clinique de la session de 2021. Donc, nous avons un patient de 85 ans qui a une démence à type d'Alzheimer, une fibrillation atriale qui est sous anticoagulant et qui est admis pour hémorragie intracérébrale avec une inondation ventriculaire. Donc, chez ce patient, il n'y a pas eu d'indication de neurochirurgie. Il a été transféré en service de soins palliatifs et il nous est demandé la question de savoir quelles aides à la décision devez-vous recueillir. Ensuite, il est précisé que ce patient finalement bénéficiait des soins palliatifs et en cours d'hospitalisation, il présente une polypnée superficielle, un encombrement bronchique avec un visage qui est crispé et il gémit. On nous pose la question de savoir quel médicament pour le soulager. Nous reviendrons donc à répondre à ce cas clinique en fin de présentation. Pour commencer, il faut déjà connaître qu'est-ce que la loi Leonetti, d'accord? Il s'agit d'une loi qui a été ici votée en 2016, qui est basée sur les droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie, d'accord? Afin qu'ils puissent accéder à la sédation profonde et continue. Donc, en gros, cette loi va donc donner des droits aux malades qui sont en fin de vie afin d'avoir justement une mort, on va dire, digne et paisible. Et ensemble avec cette loi, il y a trois notions qui sont très importantes dans le domaine de la prise en charge de la fin de vie. Il s'agit de la notion de directive anticipée de personnes de confiance, de l'obstination déraisonnable et de la sédation profonde, comme nous venons de le dire. En ce qui concerne la personne de confiance, il faut savoir que une personne de confiance, pour un malade, une personne de confiance, c'est toute personne qui peut être un ami, un membre de la famille ou même son médecin traitant, qui va être un garant de sa dernière volonté lorsque le malade ne sera plus en mesure de s'exprimer. Donc, cette personne va donc signer un document pour indiquer quelle est la personne de confiance du malade et ensuite pourra accompagner le malade dans ses consultations et donc aura toute, on va dire, l'historique ou l'histoire de la maladie du patient. Et donc, lorsque le malade sera en mesure ou sera dans le coma, ne pourra pas s'exprimer, c'est donc la personne de confiance qui sera entendue par l'équipe médicale avant de prendre des décisions thérapeutiques. Ensuite, nous avons les directives anticipées. De quoi il s'agit? Les directives anticipées, c'est lorsque le patient peut donc décider de rédiger, donc ça sera par écrit, ses dernières volontés, en tout cas ses volontés en termes de traitement médicamenteux ou non, des actes médicaux qu'il souhaite obtenir ou ne pas du tout obtenir, et que cela prendra effet au moment où le patient ne pourra plus communiquer. Donc, tout ceci va donc conduire à connaître est-ce qu'il faut faire une sédation prolongée et profonde ou non. S'il faut le faire, il faut connaître les indications. Donc, ici, il est rappelé les trois principales indications. La première, c'est une indication pour les patients qui ne peuvent pas communiquer.
plutôt c'est la deuxième, mais pour un patient qui est en mesure de s'exprimer, il peut donc demander à ce qu'on puisse l'instaurer une sédation profonde continue. Dans quel cas? Le premier cas, c'est lorsqu'il présente une affection grave et incurable et que son pronostic vital à court terme est engagé et que celui-ci présente une souffrance réfractaire au traitement. Donc, malgré la prise en charge qui est faite, le malade continue de souffrir. Il peut donc décider ou en tout cas demander à ce que cette souffrance soit abrogée. La deuxième situation, c'est lorsque le patient présentant une affection grave et incurable a décidé pour une raison ou une autre de stopper l'un de ses traitements et qui donc met en jeu son pronostic vital et ce qui entraîne une souffrance insupportable. Pour la deuxième situation, il s'agit des patients qui ne peuvent pas s'exprimer, qui n'ont pas pu laisser une volonté précise et que ce sera l'équipe médicale, en particulier le médecin, qui peut demander d'initier en tout cas cette procédure. À ce moment, le médecin va donc faire ce qu'on appelle une décision de collégialité, telle que ce que nous venons de préciser ici, c'est la collégialité. Ça veut dire que l'équipe médicale doit se réunir afin de voir si la prise en charge qui est en train d'être faite relève d'une obstination déraisonnable. En d'autres termes, il ne s'agit pas d'un acharnement thérapeutique. Voyez-vous? À ce moment, ce médecin et son équipe vont pouvoir faire appel à un autre médecin qui est hors de ce service et qui va venir donc agir en qualité d'expert et puis prendre la décision, mais toujours ensemble avec la famille ou la personne de confiance qui a été désignée par le malade. Et ensuite, la troisième situation, c'est pour les mineurs, c'est la même procédure, sauf qu'il faut pouvoir obtenir le consentement des titulaires de l'autorité parentale. Une fois que la décision est prise, comment mettre en œuvre la sédation? Eh bien, on utilise les médicaments, notamment le midazolam. Et si le midazolam n'est pas disponible, en attendant, on peut utiliser du diazépam. Et au cas contraire, on utilisera des neuroleptiques. Les autres médicaments qui sont utilisés vont donc être des médicaments pour assurer le confort du patient, notamment des antalgiques qui sont prescrits systématiquement de type les morphiniques, les corticoïdes qui peuvent être utilisés pour un œdème laryngé, une dyspnée ou des céphalées d'origine tumorale, des antiémétiques, des tropiniques pour diminuer par exemple des râles bronchiques, et les médicaments qui sont contre-indiqués lorsqu'on met en œuvre une sédation profonde sont les catécholamines. Il s'agit du remplissage vasculaire, de l'hydratation et de la nutrition qui ici sont considérés comme des médicaments, d'accord, un traitement curatif, la transfusion sanguine. Parce qu'ici, l'objectif, c'est de laisser le patient être sous sédation de façon profonde et continue jusqu'à ce que la mort s'ensuive. Les autres mesures qui sont prises en compte, il s'agit des mesures d'accompagnement, notamment les soins de bouche, la toilette, les soins d'hygiène et de confort, après les injections d'opioïdes, si cela est nécessaire, la surveillance et la rotation des sites d'injection par voie sous-cutanée ou intraveineuse, la prévention, la surveillance de l'apparition des scars et des pansements des plaies, la vérification de l'absence de rétention d'urine, prévoir la possibilité de la mise en place d'une sonde urinaire, la surveillance des perfusions et la surveillance de l'apparition des râles, des signes manifestant de l'inconfort. D'accord? Et donc, à partir de ce moment, le médecin et son équipe et les proches peuvent continuer à parler au malade même sous sédation et lui expliquer les soins qu'il reçoit. Il ne faut pas oublier dans cette prise en charge, la prise en charge des proches, parce que il s'agit donc ici de leur préparer au décès et cela peut être perturbant psychologiquement. Il va donc falloir apporter du soutien psychologique. Pouvons faire intervenir un psychologue clinicien ou les orienter vers les associations des familles endeuillées, d'accord? Et donc, tout cela est à lire ici dans ce document. Je ne vais pas m'y attarder.
Finalement, pour répondre aux questions qui ont été posées au cours de notre cas clinique, les documents qui sont nécessaires à recueillir pour la prise de décision, il s'agit de directives anticipées, de l'avis de la personne de confiance et se baser sur la loi Leonetti, notamment faire une décision collégiale. Les médicaments à utiliser ici, c'est l'oxygène, les corticoïdes, les antalgiques. Les antalgiques parce que déjà c'est un patient qui a un visage crispé et qui gémit certainement, qui a une douleur et donc il faut le prescrire. D'ailleurs, il est recommandé de mettre systématiquement les antalgiques, les antiémétiques. Et ici, moi j'ai mis la sédation est à discuter. Vous me direz votre avis sur les commentaires, dans les commentaires, parce que ici, le cas clinique précise que le malade a donc été transféré en soins palliatifs. On n'a pas pris la décision d'une sédation profonde pour qu'on lui mette du midazolam et les autres médicaments que nous avons cités plus tôt. D'accord? Donc, voilà que vous discuterez si oui ou non vous pensez mettre une sédation. Donc, cette vidéo, elle est finie. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser et j'y répondrai. Ciao.